Chers compatriotes, le 15 décembre 2020, Alpha Condé a été investi devant ses pairs africains pour un troisième mandat comme président de la République de Guinée. Le 21 décembre, il a été installé dans ses fonctions par le président de la Cour constitutionnelle au cours d'une cérémonie sobre et discrète au palais Sékou Touré. Il y a un an, personne n'aurait parié sur les chances de succès d'un tel événement, tant le pouvoir guinéen semblait acculé par les multiples et grandioses manifestations du FNDC, le Front national pour la défense de la Constitution, une coalition de partis politiques et d'organisations de la société civile opposés à la nouvelle Constitution et au troisième mandat. Mais ce qui semblait impossible a bel et bien eu lieu, et c'est donc une énième défaite pour l'opposition qui sort de cette épreuve complètement émiettée. Mais ce n'est rien de nouveau sous le ciel guinéen, où les défenseurs de la démocratie et de l'état de droit, malgré la déception et l'amertume, sont habitués aux échecs répétés de l'opposition face à un système politique profondément ancré dans la culture de la violence, de la division et du pouvoir personnel. Il en a toujours été ainsi depuis l'indépendance du pays, sans que les forces du progrès n'arrivent à faire triompher leur cause. Tous les changements de régime qui ont eu lieu en Guinée sont arrivés après la mort naturelle du maître des lieux et après lui, on a repris et continué de plus belle. En effet, le roi est mort, vive le roi. À mon avis, les raisons de ces multiples échecs peuvent être imputées aux faiblesses inhérentes à l'opposition elle-même. Méconnaissance totale de l'adversaire ou du système que l'on prétend combattre. Recours aux armes de l'adversaire, notamment menaces, intimidation et violence. Manque d'unité d'action et division à plusieurs niveaux. Centralisation à outrance du pouvoir de décision avec des conflits de personnalité suscitant jalousie, méfiance et coups bas. Tous ces mots convergent et aboutissent à la paralysie du mouvement avant le coup de semonce final annonçant l'échec programmé. C'est ainsi que l'opposition s'est toujours comportée face à ce système dur, impitoyable et avilissant. Pour s'en convaincre, il suffit juste encore une fois de faire un retour en arrière. On sait qu'après le vote historique du non en 1958, Barry Diawado, leader du BAG, et Barry Ibrahima Di Barry III, leader de la démocratie socialiste de Guinée, DSG, avaient sabordé leur parti pour fusionner avec le PDG de Sékou Touré, pour donner naissance au parti unique. Même s'ils l'ont fait au nom de l'unité nationale, ce fut une grave erreur qui leur coûta la vie. Ils n'avaient juste pas réalisé que leur formation politique était aux antipodes du PDG RDA, dont la philosophie politique
repose sur la violence, la division et le culte de la personnalité. Ah, si seulement ils avaient su que leur nouvel allié était un doctrinaire imbu de théories, étroit d'esprit et sectaire, ils auraient compris que le chemin n'allait pas être long et que la catastrophe allait arriver. Mais hélas, après l'émergence du parti unique, l'opposition la plus sérieuse et la plus crédible au régime de Conakry vit le jour en 1966 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec la naissance du Front national de libération de la Guinée, FNLG, ou le Front tout court, comme on l'appelait à l'époque. C'est suite aux vives tensions politiques et diplomatiques qui existaient entre la Guinée et la Côte d'Ivoire que les autorités ivoiriennes donnèrent enfin leur autorisation aux exilés guinéens pour s'organiser et combattre la dictature qui sévissait à Conakry. Auparavant, le président Félix Houphouët-Boigny était toujours resté silencieux face aux attaques de M. Sékou Touré qui l'accusait d'empêcher le rapprochement franco-guinéen. Le président ivoirien avait toujours refusé aussi que les Guinéens résidant sur son territoire entament une quelconque action pour déstabiliser le régime de Conakry. Mais la chute de Lossan-Gueffo Kwame Nkrumah en février 1966 au Ghana va changer la donne. Sékou Touré, qui avait accepté de recevoir Nkrumah et l'avait nommé co-président de la Guinée, crie et menace de le faire revenir par la force au Ghana en le réinstallant au pouvoir. Et il promet qu'il fera passer ses troupes par la Côte d'Ivoire pour atteindre Accra et chasser la junte militaire. Pour Houphouët, c'en était trop. Et il accepta donc que les Guinéens de Côte d'Ivoire s'organisent pour apporter la réplique au dictateur de Conakry. C'est ainsi que le 27 mars 1966, plus de 10 000 Guinéens s'entassèrent dans le grand hall du Central Boxing Club de Treichville à Abidjan pour apporter leur soutien au président ivoirien et dénoncer les velléités de Sékou Touré et de son régime. Un communiqué final sanctionnera les travaux de cette première assemblée générale qui fut organisée grâce au leadership d'éminentes personnalités comme Dr Paul Deschamps-Benoît, un des doyens de la communauté qui avait présidé la réunion, Moustapha Diallo dit Toupas, Lamad Camara, député à l'Assemblée nationale ivoirienne, M. Chapman, secrétaire général de la section guinéenne du PDCI, et bien entendu, Louis Morat, juriste et membre influent de la communauté guinéenne qui prononça un discours mémorable. Une semaine plus tard, le 4 avril 1966, une seconde assemblée générale aura lieu pour annoncer la création du Front national de libération de la Guinée, FNLG, et la mise en place de sa section ivoirienne. Une annonce est faite que d'autres sections verront aussi le jour au Libéria, en Sierra Leone, au Sénégal, en Haute-Volta, au Niger et partout où vivent des Guinéens exilés.
Ainsi dit, ainsi fait. Et aussitôt, une nouvelle section du front voit le jour à Dakar, au Sénégal, sous le leadership de David Souma, syndicaliste et secrétaire général de la Confédération syndicale africaine, un syndicat avec une large audience africaine. Persécuté en Guinée du fait de sa rivalité avec Sékou Touré, David Souma s'était réfugié au Sénégal et était devenu un fervent critique du gouvernement guinéen. Il y avait plus de 250 000 Guinéens au Sénégal, en fait la communauté la plus nombreuse à l'étranger, et ils avaient mis en place une organisation appelée la Solidarité guinéenne, qui sera reconvertie comme une branche du front au Sénégal. Mais là aussi, leur marge de manœuvre était très réduite à cause des restrictions imposées par le gouvernement sénégalais. Le président Senghor tenait à respecter la charte de l'OUA interdisant toute activité déstabilisatrice contre un pays tiers ou voisin. Il avait initié aussi un rapprochement entre Conakry et Dakar pour des raisons d'intérêt économique. C'est donc sous l'œil vigilant des autorités sénégalaises que David Souma et ses compagnons mèneront leurs activités de propagande contre le régime de Sékou Touré sans toutefois être en mesure d'entreprendre une action d'envergure. Mais c'est en France où se trouvait la communauté la plus engagée et la plus active. Moins nombreux, juste 5000 personnes, les Guinéens vivant en France étaient surtout des intellectuels, professeurs, écrivains et des étudiants qui avaient refusé d'être embrigadés par le PDG et aussi des militaires qui n'avaient pas voulu rejoindre les rangs de l'armée guinéenne et qui avaient préféré poursuivre leur carrière dans l'armée française. Des années durant, tout ce monde avait observé passivement les soubresauts de la politique guinéenne sans avoir la moindre influence. Mais la création du FNLG à Abidjan leur donnait une plateforme et une organisation à travers laquelle ils pourront influencer le cours des événements dans leur pays. C'est à travers une lettre ouverte au peuple de Guinée que sera faite l'annonce de la création de la branche parisienne du Front national de libération de la Guinée. Cette lettre ouverte eut un écho très favorable et aussitôt, une autre organisation basée à Paris, la Ligue guinéenne de libération nationale, adhère aux principes, idéaux et objectifs du Front. L'effervescence était grande et va s'étendre à d'autres capitales européennes comme Londres et Bonn, où des tracts circulaires pour soutenir le combat du front dont l'objectif principal est le renversement du régime dictatorial de Sékou Touré. À cause des tracasseries et des restrictions imposées par les gouvernements africains, soucieux de respecter la charte de l'OUA, les fondateurs du front décident de transférer le siège de l'organisation de la capitale ivoirienne Abidjan à Paris, où ils comptent avoir une plus grande marge de manœuvre. Un comité de coordination provisoire est mis en place, dirigé par deux figures importantes du front. Le docteur Paul Deschamps-Benoît est choisi comme président
et Mustapha Diallo dit tout passe devient secrétaire général. La signature des deux leaders était requise sur tous les documents officiels du front. Mais bientôt, les divergences vont apparaître entre les deux hommes et le mépris grandissant qu'ils avaient l'un pour l'autre va s'étaler au grand jour. C'est M. Jacques Bollin, conseiller du président Félix Houphouët-Boigny, qui a décrit en détail le différend entre les deux hommes. Il dit tout d'abord qu'il y avait une grande différence d'âge entre les deux leaders. Dr Paul Deschamps-Benoît était un homme âgé qui avait du mal à admettre la présence du jeune Mustapha Diallo Toupass à un niveau similaire au sien. Il le considérait tout simplement comme un gosse qu'il appelait papa. Dr Paul était considéré aussi comme un homme violent, entier, ne possédant apparemment pas les qualités élémentaires, à savoir la patience, la capacité dialectique et la largeur de vue pour engager un quelconque dialogue avec les étudiants et universitaires plus ou moins réfugiés en France et qui formaient le gros des troupes disponibles pour toute forme d'action. Plus jeune, Mustapha Diallo Toupass avait lui passé de longues années d'études pour devenir vétérinaire. Il était plus apte à établir le contact avec les milieux intellectuels, mais il était connu aussi pour ses besoins financiers et sa capacité à les satisfaire. Et cela lui donnait un prestige douteux dans les mêmes milieux. Une autre divergence entre les deux hommes était d'ordre idéologique. Dr Paul accusait volontiers Mustapha Toupass d'être un socialo-communiste, alors que ce dernier s'ingéniait à mettre en relief la nocivité de son aîné, son rôle de repoussoir. Il y avait enfin des problèmes d'argent. C'était à qui exercerait plus de pression pour obtenir le maximum de fonds, n'hésitant pas à recourir aux menaces. Et en plus de tout cela, M. Jacques Bollin nous relate qu'il était difficile d'envisager une quelconque action clandestine pour la bonne raison qu'aucune des conditions les plus élémentaires de sécurité n'était respectée. Le plus âgé, Dr Paul Deschamps-Benoît, se réclamait à tout bout de champ du président Houphouët-Boigny pour imposer son autorité et le compromettait sans se gêner. L'autre, M. Mustapha Diallo Toupass, se propulsait un peu partout, mettant en relief son rôle dirigeant dans l'opération contre le régime guinéen. Ce qui accentuait davantage l'animosité entre les deux hommes. Il y avait encore les télégrammes compromettants envoyés allègrement d'Abidjan à Paris. Au finish, les deux hommes, malgré leur patriotisme, leur dévouement et effort, ne réussiront pas à entreprendre la moindre action d'envergure contre le régime de Sékou Touré et ils disparaîtront éventuellement de la scène politique. C'est en 1970 que la première occasion directe de renverser le régime du PDG par la force fut offerte à l'opposition. Les Portugais cherchaient une couverture pour masquer l'opération clandestine de sauvetage qu'ils préparaient
pour libérer leurs prisonniers détenus par le PAIGC à Conakry. Et ils ont préféré se tourner vers la branche locale du front à Dakar et le groupe de soldats guinéens restés en France après leur service dans l'armée française. Parmi les opposants guinéens vivant à Dakar, les plus éminents étaient David Souma, président de l'Antenne, Sadou Bobo, Souley Sidibé et Kamara Laye. La branche militaire du front, basée à Paris, était dirigée par le commandant Diallo Tcherno, un ancien officier de l'armée française. Il y avait aussi un certain Tidjani Diallo. C'est tout naturellement donc que les Portugais chargèrent David Souma et le commandant Diallo Tcherno de préparer le débarquement armé du côté guinéen en ce qui concerne le recrutement, la formation, le soutien du front à l'opération envisagée. Mais là encore, le courant ne passait pas bien entre les deux leaders guinéens. Des divergences vont surgir entre eux, car chacun estimant qu'il devrait être le futur président en cas de réussite de l'opération. Des problèmes d'argent aussi vont s'opposer. Une somme de 50 000 $ remise par les Portugais fut utilisée dans des conditions opaques de non-transparence. Les tensions entre les deux hommes étaient si vives que le général Spinola, le gouverneur militaire de Bissau, dut se rendre à Paris pour les rencontrer. C'est au cours d'un dîner dans un restaurant huppé qu'il réussira à réconcilier les deux hommes en forçant la main au commandant Diallo Tcherno pour que David Souma soit le futur président de la République. Ici, on voit tout le mal dont l'opposition guinéenne a longtemps souffert et qui a été relevé par plusieurs observateurs. L'attitude des leaders guinéens se trouvait être la conséquence de la recherche par tous les moyens de position de force. Car, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, les leaders de Paris, d'Abidjan et de Dakar croyaient, en dépit d'une désillusion passagère, les jeux faits et cherchaient à bien se placer en prévision de la toute prochaine prise de pouvoir. Et comme l'a si bien résumé Jacques Bollin, ils en étaient à étudier l'action gouvernementale en Guinée après le régime de Sékou Touré. On sait donc comment l'opération Mar Verde s'est terminée. Par un fiasco pour les opposants guinéens et un succès éclatant pour les Portugais qui réussiront à libérer tous leurs prisonniers capturés par le PAIGC. Ce n'est qu'en ce moment que la dure réalité se révélera à tous. Les opposants guinéens s'étaient fait rouler dans la farine et avaient été manipulés à leur insu par les Portugais. Empêtrés dans leur querelle intestine, ils n'ont pas décelé la manœuvre à temps. Et quand ils se sont rendus compte, il était déjà trop tard et le piège s'était refermé sur eux. Le fiasco du 22 novembre 1970 sonnera le glas pour le Front national de libération de la Guinée. L'organisation sera si discréditée
que les leaders ne s'en remettront jamais. Ce fut d'ailleurs une chance inouïe pour certains d'entre eux d'avoir pu échapper à la capture et à une mort certaine. Après le front, d'autres organisations essaient de prendre le relais. Parmi les plus connus en France, ce fut le Rassemblement des Guinéens de France, RGF, avant de devenir le Rassemblement des Guinéens en Europe, RGE, puis le Regroupement des Guinéens de l'extérieur, RGE, sous le leadership du charismatique Siradio Diallo, journaliste à Jeune Afrique. Il y avait aussi la Ligue guinéenne de libération nationale et les opposants qui écrivaient dans le journal L'Étudiant guinéen. Une autre organisation qui évoluera des cendres du front fut l'Organisation unifiée pour la libération de la Guinée, OULG, OULG, qui ne fera pas long feu et qui sera soumise à un processus de scission lors d'un congrès à Dakar. Il y eut aussi l'Organisation pour la libération de la Guinée, OLG, animée par des cadres guinéens vivant à Abidjan. Dans cette ville où l'opposition guinéenne avait vu le jour, on pouvait noter la présence d'éminents cadres comme Bamamadou, Bari Bassirou, Diallo Ousmane Kankalabé, Diallo Habib, Conté Saïdou et Dr Charles Diané. Toutes ces organisations seront plus ou moins actives, mais aucune ne réussira à changer le cours de l'histoire en Guinée jusqu'à la mort du dictateur le 26 mars 1984. L'opposition guinéenne était si émiettée qu'elle ne pourra point empêcher l'arrivée des militaires au pouvoir. Il faut dire que les opposants étaient si divisés qu'ils ne pourront pas mettre en place une stratégie commune cohérente. Avec l'introduction du multipartisme intégral, l'opposition continue à faire face aux mêmes maux, avec une floraison de partis, des conflits de personnalités et une guerre de positionnement entre les principaux leaders. Conséquence de cette attitude, le général Lansana Conté s'éternise au pouvoir et tire sa révérence après 24 ans passés au sommet de l'État. L'opposition aura donc encore une fois échoué face au système politique mis en place au temps de la révolution multiforme et globale. Après une transition chaotique, marquée par le massacre du 28 septembre 2009, Alpha Condé remporte l'élection présidentielle, devenant ainsi le premier leader de la vieille classe politique à accéder au pouvoir. Alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il change les mœurs politiques, il sera vite happé par le système. Après 2 mandats passés au sommet de l'État, il rempile pour un 3e mandat que les opposants avaient juré d'empêcher par tous les moyens légaux. Chers compatriotes, si j'ai tenu à faire l'historique du Front national de libération de la Guinée, c'est parce qu'on a l'impression de revivre les mêmes événements aujourd'hui. Les maux dont souffrait l'opposition au régime de Sékou Touré semblent être les mêmes dont souffre l'opposition au régime d'Alpha Condé. Ainsi, si vous avez bien suivi le récit que je viens de faire,
vous aurez constaté que l'évolution du FNDC est bien similaire à celle du Front, le FNLG des années 60. À la naissance du FNDC, il y avait une telle effervescence et un tel engouement que des antennes ont été créées partout. Aux États-Unis, en France, en Belgique, Italie, Grande-Bretagne, Allemagne, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, partout où les Guinéens vivent en grand nombre. Pour la première fois depuis si longtemps, depuis la disparition du Front, les Guinéens venaient d'avoir une organisation unifiée regroupant toutes les sensibilités politiques et groupes de diverses natures. Tous avec le même objectif de défendre la Constitution et de faire barrage au troisième mandat. Mais on a vu comment les querelles intestines, les guerres de positionnement et les ambitions personnelles ont sapé la cohésion au sein de l'organisation. Aux premières difficultés, certains ont jugé nécessaire de percer le ballon d'oxygène du FNDC qui risque bientôt de s'affaisser à même le sol. Comme son prédécesseur, le Front, le FNDC risque de subir une fin programmée. Et à la place, c'est une multitude de partis et de mouvements qui vont essayer de prendre le relais. Et tous vont essayer d'atteindre un objectif qu'ils n'ont pu réaliser dans un cadre unifié. Comme au temps du Front, les déclarations et communiqués fusent de toutes parts, de l'UFDG, de l'ANAD, de l'UFR, du Bloc libéral, du PADES, de la NGR, du Collectif pour la transition en Guinée, des Forces vives FNDC et bien d'autres. La déception sera encore plus grande si l'opposition ne reconstitue pas un front unifié. Rappelez-vous, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et comme hier, malgré les morts et les énormes sacrifices consentis, les opposants n'auront que leurs yeux pour pleurer. Et Alpha